Bon, ben, rebonjour. Ça marche? Ah ben, à ce moment-là, je pose le micro et je parle fort. Donc, on va commencer juste par se présenter. Et Régis Juanico commencera, lui, à faire son développement. Puis, derrière Pascal, et moi, j'interviendrai quand je voudrais. Voilà. Voilà. Donc, merci en tout cas d'être là. Moi, je suis Michel Larive, donc de la commission députée France Insoumise, de la commission éducation, culture, avec beaucoup d'autres choses. Et dedans, il y a sport. Et là, on a été un tout petit peu occupé, juste, mais pas des masses quand même, mais enfin, sur les Jeux Olympiques 2024, où je remercie Régis d'être là. Nous avions des positions sensiblement différentes. De toute manière, je ne sais pas si vous l'avez suivi, sur les Jeux Olympiques, j'avais moi une position sensiblement différente de tout le monde. Parce que même le PC avait voté contre ma motion de renvoi. Hein, Régis. Donc, voilà, donc je te remercie véritablement de l'échange qu'on va avoir, d'être là pour pouvoir échanger. Et nous avons donc... je vais te laisser la parole et puis tu te présenteras parce que je ne sais pas tout ce que tu es, j'ai peur d'oublier des choses et donc à partir de ce moment-là, je préférerais que tu te présentes et Régis va se présenter lui-même. Régis, je te passe la parole. À tout de suite. D'accord. Bien, très heureux de retrouver Pascal, le Noanic. On a milité longtemps ensemble, mais c'était il y a quelques années. Et Michel Larive, avec qui je travaille effectivement aussi à l'Assemblée nationale, au sein de la commission des affaires culturelles qui suit les questions de sport, dont je suis un des spécialistes depuis maintenant 3 mandats. Donc j'étais député socialiste, j'ai quitté le Parti socialiste il y a quelques mois, j'ai rejoint Génération, donc le mouvement de Benoît Hamon. Et effectivement, je suis plus particulièrement à l'Assemblée nationale le groupe de travail qui réfléchit à l'héritage social, territorial et sportif des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui a été un des gros sujets sur lesquels on a été amené à travailler depuis maintenant 1 an et depuis le début de cette mandature. Je ne vais pas faire un développement très très long, parce que je pourrais parler très longtemps, hein, Michel le sait, de cette question. Mais puisqu'on est ensemble, en plus dans un format qui permet un échange, je crois, quand même intéressant, riche, je souhaite plutôt répondre à vos questions et puis peut-être apporter un certain nombre de précisions aux quelques éléments que je vais vous donner. Moi, je milite effectivement pour que, dans le cadre des grands événements sportifs internationaux, mais pas que, il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c'est une opportunité, mais il faut s'en donner les moyens. Je milite effectivement pour que nous ayons dans notre pays un grand plan de développement des activités physiques et sportives à tous les âges de la vie, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, à l'école, bien évidemment, dans l'enseignement supérieur, qui est aujourd'hui une dimension qui est extrêmement délaissée, on va dire, par rapport à d'autres pays qui ont des traditions de ce point de vue-là, mais aussi ensuite dans l'entreprise, dans les administrations, dans les maisons de retraite, enfin bref, qu'on ait un grand plan, aujourd'hui notamment, qui soit un plan de développement des activités physiques et sportives qui permettent d'augmenter le nombre de pratiquants. Et surtout insister sur la question de la pratique régulière. Pour moi, le réflexe, il doit s'acquérir dès le plus jeune âge, et puis on doit pouvoir le garder tout au long de la vie. Alors c'est loin d'être ce qui se passe dans la réalité, hein. Il y a parfois des périodes, on pense notamment à la vie professionnelle, on pense aussi à certaines périodes de la vie après le collège, au lycée, puis dans l'enseignement supérieur en particulier, où il y a des grands décrochages dans la pratique sportive. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la France n'est pas un pays, on va dire, véritablement sportif. On a de très bons résultats dans certaines disciplines, on va y revenir. Mais il y a aujourd'hui 43% des Français qui disent pratiquer au moins une fois par semaine du sport. En Suède, c'est 70%. Voilà. Donc on est au 11e rang européen, donc ce n'est pas un très très bon résultat. Alors que
on a quand même quelques moyens, notamment dans l'éducation nationale, puisqu'on consacre 3 milliards d'euros, notamment grâce au fait qu'il y a des professeurs d'éducation physique et sportive, qu'on est quand même, nous, un pays, même si on peut faire mieux, hein, j'ai consacré un rapport avec beaucoup de propositions, on est un des pays qui offre le plus d'éducation physique et sportive à ses élèves, mais avec des difficultés d'application, bien évidemment. Par exemple, sur le savoir nager, qui est un vrai problème dans ce pays. Un Français sur 6 qui ne savent pas nager, par exemple. Et là, on pourrait progresser, parce que c'est normalement une obligation, un savoir fondamental à maîtriser à l'entrée en 6e, comme lire, écrire, compter, cliquer. Moi, je rajouterais même savoir sauver. Ça devrait être un savoir fondamental qu'on devrait pouvoir acquérir à l'école. Et on est très loin du résultat, hein. On est à peu près à 50% des élèves qui maîtrisent vraiment la nage à l'entrée en 6e. Et je vais même vous dire que j'ai eu l'occasion, moi, de rencontrer les responsables de mon STAPS, donc de la faculté des sciences et techniques des activités physiques et sportives à Saint-Étienne, qui est un bon STAPS en France, même s'il a connu aussi des difficultés on va dire de place et d'étudiants qui n'ont pas pu rentrer dans les STAPS. Le responsable des STAPS nous disait il y a 2 ans que sur 1000 étudiants, il en avait encore 35 qui ne savaient pas nager, qui ne maîtrisaient pas le savoir fondamental de la nage. Bon, là, c'est quand même très inquiétant. C'est-à-dire que des étudiants qui ont 20 ans, 22 ans ne maîtrisent pas ce savoir-là. Et puis aussi des gens qui ont 55, 65 ou 75 ans qui ne maîtrisent pas. Donc voilà. Donc un grand plan de développement des activités physiques et sportives tout au long de la vie, dans un objectif de santé publique, on pourra en reparler. Moi, j'ai été parmi les députés qui ont fait adopter un amendement très important dans la loi de santé publique qui permet maintenant aux médecins traitants généralistes de prescrire du sport et donc des activités physiques adaptées à des malades chroniques. Donc ça concerne 10 millions de Français. Ça démarre doucement. J'aimerais que ça aille beaucoup plus loin, que la sécurité sociale puisse rembourser ces activités physiques adaptées pour qu'on puisse en faire un moyen très incitatif à la reprise d'une activité physique et sportive. Mais voilà, il y a cette ambition-là. Il y a l'opportunité que représentent les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et puis, on a de l'autre côté un gouvernement qui a annoncé des objectifs très ambitieux. 80 médailles, c'est-à-dire un doublement de nombre de médailles pour les Jeux de Paris 2024, ce qui sera très très compliqué à atteindre. Et surtout 3 millions de pratiquants supplémentaires d'ici 2024. Et où là, il n'y a pas les moyens en face, véritablement, de mener cette politique publique. Là, vous le savez, hein, le sport est le parent pauvre, hein, des politiques publiques aujourd'hui. Le budget de l'État, c'est 250 millions d'euros, les crédits budgétaires. C'est-à-dire que c'est le budget de la Fédération française de football, même moins maintenant, parce qu'ils ont gagné un petit peu plus, je vais y revenir. Et puis, le CNDS, le Centre national de développement du sport, qui est là théoriquement pour accompagner et soutenir le sport pour tous dans les territoires. Il a été gravement amputé de plus de 60 millions d'euros d'économies l'an dernier, ce qui fait qu'on a aujourd'hui un budget des sports qui est à la portion congrue. Et donc, alors qu'on a obtenu les Jeux Olympiques et Paralympiques, 6 mois après, on a eu toute une série de décisions extrêmement négatives et néfastes pour le sport, notamment dans les territoires, pour le club, puisqu'il y a eu la suppression des contrats aidés. Hein, donc on sera sur une pente, vous avez vu, maintenant, c'est plus de 80% de diminution si on intègre les nouvelles suppressions qui vont arriver là. Hein. Mais en gros, on sera passé de 450 000 contrats aidés en 2016 à moins de 150 000 en 2020. Moins 80%. Et en plus, ils ont tué le dispositif, puisqu'avec les nouveaux parcours emploi-compétences, on voit qu'il y en a que 60 000 qui ont été signés là, depuis fin juillet, à fin juillet, 60 000 sur les 200 000 disponibles. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé encore le moyen de faire en sorte que c'est les derniers contrats aidés qui restaient, en diminution forte, ne soient même pas demandés par les associations et par les clubs sportifs, puisque les clubs sont notamment les premiers à être concernés par cette réduction des contrats aidés. Mais la réduction des financements du CNDS est très concret, c'est moins 30% pour la part territoriale, pour les subventions dans nos clubs, dans nos territoires cette année. Et donc, on n'a pas du tout aujourd'hui les moyens qui sont à la hauteur des ambitions qui sont affichées par ce gouvernement.
Au contraire, moi je suis très inquiet, et je vais terminer par là, et puis aussi aborder un autre sujet qui est la redistribution entre sport professionnel et sport amateur. Je suis très inquiet de la possible disparition totale de l'État, du ministère des Sports en particulier, dans le domaine du sport. D'abord parce que nous avons un ministère très faible, donc je l'ai dit, en moyens, en personnel aussi, et qu'il y a la menace de CAP 2022 qui est là, qui a écrit noir sur blanc que bon, si le ministère des Sports pouvait se diluer dans une grande agence où on mettrait à la fois les collectivités territoriales, le mouvement sportif, et puis les entreprises privées aussi, ça pourrait être une efficience de plus dans la dépense publique. Et surtout, le rapport CAP 2022 dit on fait disparaître les directions départementales, anciennement jeunesse et sport, maintenant de la cohésion sociale, mais il y a encore des conseillers jeunesse et sport qui travaillent, qui sont dans les territoires et qui font un travail de proximité. Et puis surtout, on s'attaque aux conseillers techniques et sportifs, c'est-à-dire les cadres d'État qui sont au service des comités, des ligues, des fédérations sur les territoires, mais qui sont une part importante quand même du budget aujourd'hui de l'État en direction du sport dans les territoires. Donc cela est très inquiétant, d'autant plus que même si elle a fait semblant de résister un petit peu, Laura Flessel a quand même donné raison à ces orientations-là. Elle est d'ailleurs en train de discuter dans ses déplacements qu'elle fait là. Elle sera à Saint-Étienne chez moi jeudi prochain, avec les agents de la direction concernés qui sont très inquiets, puisqu'on veut régionaliser par exemple ceux qui sont dans les départements, donc éloigner encore, je dirais, de la base le métier de la jeunesse et sport. Et je suis très inquiet de cette possible disparition complète et dilution, finalement, du ministère et de l'État dans la politique publique sportive. Et ça, c'est très inquiétant dans la perspective de Paris 2024. Ce n'est pas du tout, nous, l'orientation qu'on souhaiterait. Au contraire, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on ait un doublement aujourd'hui des financements dans le sport. C'est tout à fait possible. Si aujourd'hui, par exemple, vous déplafonnez les taxes qui sont normalement affectées au Centre national de développement du sport, notamment les taxes sur les jeux de grattage, les jeux de tirage de la Française des Jeux, ou les paris sportifs qui ont explosé avec la Coupe du Monde, qui devraient rapporter plus au sport, mais qui en fait rapportent plus au budget de l'État, puisque ces taxes sont plafonnées par Bercy, et que donc il n'y en a qu'une toute petite partie du potentiel théorique qui va directement financer le sport pour tous dans le territoire. Donc ça, c'est ce qu'on propose. Alors j'ai lu que les députés En Marche faisaient des concours de tribune pour dire il faut déplafonner la taxe Buffet, il faut déplafonner les taxes de la Française des Jeux pour donner plus de financement au sport. Mais enfin, c'est les mêmes qui ont voté l'an dernier dans le projet de loi de finances le fait qu'on diminue de 130 millions d'euros ces taxes affectées au financement du sport. Donc un petit côté schizophrène, d'autant plus que quand j'en parle avec eux, ils me disent mais on n'a aucune assurance que de toute façon à Bercy, chez Darmanin, ils acceptent que nous relevions le niveau de financement du sport dans ce pays. En tout cas, ça c'est très, très inquiétant. Et au lieu d'avoir une grande impulsion avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, parce qu'on pourrait donner cette impulsion-là en termes de pratique dans tout le pays. Moi, comme je dis souvent, c'est pas Paris et c'est pas 2024, ça doit être toute la France. Et dès 2019, c'est-à-dire qu'on doit irriguer l'ensemble des territoires, et pas simplement l'Île-de-France et Paris. On ne voit pas le début du commencement de ce que pourrait être un héritage sportif, territorial et social de ce grand événement-là, que je défends quand même par ailleurs. Voilà, même s'il y a encore des choses à améliorer. Je termine par un élément. On est champion du monde de football. Bon, ça a été une formidable nouvelle qu'on gagne cette finale en Russie. Je l'ai dit, Fédération française de football, 250 millions d'euros de budget. Beaucoup vient du partenariat et des contrats que l'équipe de France a avec, par exemple, des grandes firmes comme Nike, etc. 280 millions d'euros après la Coupe du Monde, puisqu'en fait, moi, dès le lendemain, j'ai commencé à dire, bah oui, on va recevoir 32 millions d'euros de la FIFA. Et sur ces 32 millions d'euros, ça serait bien que, comme dirait Macron, ça ruisselle un petit peu jusqu'au sport amateur, jusqu'au club amateur. Parce qu'il n'y a pas plus de 2 millions de licenciés dans le football français sans les clubs, les bénévoles, les formateurs, ceux qui ont formé d'ailleurs les Pogba, les Griezmann,
et tous les joueurs français dans les petits clubs et qui sont là et qui souffrent aujourd'hui du fait de ce que j'ai dit tout à l'heure, la réduction des financements et notamment des contrats aidés. Et on nous a expliqué assez tranquillement que sur ces 32 millions d'euros, en fait, il y en avait déjà 30% qui étaient partis en prime aux joueurs et au staff. C'est à peu près 350 000, 400 000 euros aux joueurs. Bon, je sais que certains joueurs ont fait des caisses communes pour redistribuer à des associations, et ça c'est très bien, mais enfin bon, au moins il y a 30% qui sont partis d'un coup, donc 10 millions qui sont partis d'un coup, et surtout on a été très surpris que Noël Le Graët, le président de la fédération, dise sur les 22 millions d'euros restants, moi je dis ces 22 millions-là devraient aller au club, pour faire de la formation, pour faire des équipements de proximité, pour faire des emplois sportifs d'éducateurs, pour accueillir les nouveaux licenciés qui vont arriver, notamment les filles et les garçons qui vont arriver à la rentrée parce que, justement, ils ont rêvé au moment de la Coupe du Monde. Et Le Graët nous dit, non, sur les 22 millions d'euros, il a fallu qu'on paye la résidence des Bleus qui était près de Moscou. Il a fallu qu'on paye des travaux dans cette résidence. Il a fallu qu'on paye un certain nombre de déplacements. Alors là, on se dit, ils ont recommencé comme au Brésil en 2014. Ils ont payé au président de district, de ligue, beaucoup de voyages. Parce qu'on ne dépense pas 20 millions d'euros ou 21 millions d'euros comme ça, puisqu'il dit qu'il ne reste plus qu'1 million d'euros. Il ne reste plus qu'1 million d'euros sur les 32. Parce que ça nous a coûté cher, la résidence, les travaux, les déplacements et le centre des médias. Alors là, je m'interroge beaucoup. Et là, je me dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut qu'on demande des comptes, d'ailleurs, à la rentrée, très rapidement, à la Fédération française de football, parce que les clubs, eux, c'est dès la semaine prochaine qu'ils vont être confrontés à un afflux important. Il y a 10% de licenciés qui vont arriver. En 98, c'était 200 000 en plus qui sont arrivés d'un coup. Et il faut gérer ça. Et si vous n'avez pas les moyens humains ou financiers pour faire un bon accueil, les gamins, ils vont repartir très vite. Donc, il n'y aura pas eu un héritage sportif et fort pour les clubs de la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est un des exemples que je voulais prendre, mais qui montre bien que aujourd'hui, la solidarité entre le sport professionnel d'un côté et le sport amateur, c'est aujourd'hui une toute petite partie, une trop petite partie. Moi, je l'avais évalué à 7 ou 8% aujourd'hui, le retour du sport professionnel au sport amateur. Ça devrait être beaucoup plus. On devrait être à 15-20% de retour vers le sport amateur. Parce que c'est bien ça, et j'en termine par là, qu'il faut défendre. On a un modèle français qui fait qu'on a des très bons résultats en sport co en particulier, parce qu'on a des clubs à la base avec des bénévoles, nombreux sur le territoire, mais ceux-là, ils sont aujourd'hui menacés. Parce qu'ils sont découragés, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. On a un parcours d'excellence très fort qui permet d'emmener à la haute performance et au très haut niveau mondial, et pour jouer les podiums au niveau international, avec des pôles espoirs, des pôles France, qui sont extrêmement compétents. Et c'est ce modèle-là qu'il faut absolument préserver. Mais sans la base, il n'y a pas le sommet. Donc c'est un continuum, c'est un tout. Et si aujourd'hui, il n'y a pas une aide massive aux clubs et aux bénévoles dans les territoires, on n'aura pas les résultats comme on l'a eu pour le football, mais on l'a eu dans beaucoup d'autres disciplines, je pense notamment au handball, ou même à beaucoup d'autres disciplines qu'on a vues sur le service public télévisé cet été. C'était très plaisant d'ailleurs de découvrir ces disciplines-là. Voilà ce que je voulais dire pour entamer la discussion. Merci Régis. Avant de passer la parole à Pascal, c'est bien parce que tu as dénoncé beaucoup de choses que j'avais dénoncées en son temps. Et il faudra donc... voilà. Mais tu aurais voté non à l'époque. Ça nous aurait aidé. Et donc, il y a ça. Et tu parles des 32 millions de la FFF. Ils te disent qu'ils ont eu des frais. Et s'ils avaient perdu ? S'ils avaient perdu. Et, non, je ne crois pas. Donc, je pense qu'ils auraient dû, de toute manière, payer les frais qu'ils avaient engagés. Au niveau des restrictions dont tu as parlé, je suis complètement d'accord, parce que c'est effectivement ce qui se passe. Et il y a un problème, là aussi, de cohésion territoriale. Et moi, je viens d'un département, l'Ariège. L'Ariège, c'est un des départements les plus pauvres de France, on peut le dire. L'année dernière, dans la FFF, je reçois le président de district lundi à ma permanence. Et il y a
600 licenciés de moins l'année dernière en football. Il y en aura peut-être 400 de moins là. Il va peut-être y avoir un effet Coupe du Monde qui va tasser le truc, mais c'est pas parce que les enfants n'aiment pas le football, c'est parce qu'il n'y a plus des infrastructures pour les accueillir, tout simplement. Mais nous, voilà, il y a des clubs qui disparaissent, et parce qu'il n'y a plus... non seulement les infrastructures n'existent plus parce qu'elles ne sont plus entretenues et qu'il n'y a plus les gens des contrats aidés, qu'il n'y a plus d'éducateurs sportifs et donc il n'y a plus d'accueil et qu'il n'y a plus de budget de fonctionnement. Et donc les enfants ne viennent pas. Et nous, on est plutôt qu'un pays de rugby, comme chez toi aussi, remarque. Hein. Et au rugby, c'est pareil. Hein. On a les mêmes problématiques puisque c'est une problématique de cohésion territoriale. Et alors que... là, je vais voir la préfète bientôt et on va parler d'un accord qui a été posé en Ariège avec la Fédération française de football, les arbitres, le conseil départemental et la préfecture. C'est un accord pour lutter contre la violence. Vous vous rendez compte qu'il y a cette chose extrêmement positive que pourrait apporter le sport et qui peut déborder sur l'ensemble de la société. Et si on n'a pas les moyens d'accueillir les enfants pour écouter ce genre de discours contre la violence, contre l'homophobie, contre le racisme, c'est vraiment dommage, quoi. Voilà, je vais passer la parole à Pascal et je ferai après, tout à l'heure, le monsieur Loyal. D'accord ? Oui, j'ai un micro. D'abord, bonjour. Alors, comme mes deux camarades de séance députés, moi, je ne le suis pas. J'habite Montpellier où j'ai, envie de dire, rejoint une équipe vivante des Roltais. Ils sont pour beaucoup dans la salle. Ça fait 6 ans maintenant que j'habite en Languedoc-Roussillon, maintenant Occitanie. Avant, j'étais en région parisienne et je connais bien le sujet des Jeux Olympiques puisque au moment où c'est discuté la question olympique en France, j'étais conseillère régionale et j'ai eu cette chance d'avoir un déjeuner avec toute la délégation de Nié Tanguay et tous ceux qui prônaient et qui étaient pour les Jeux Olympiques. Je prends, j'ai envie de dire, le pied là-dessus parce que la question du sport et de la gauche a toujours été une question compliquée. Il y a toujours à gauche, historiquement, un pan, un courant qui considère que le sport, le mouvement olympique ou toute autre activité est un opium du peuple. On n'a qu'à se référer aux travaux de Jean-Marie Braun, sociologue du sport, philosophe, qui a expliqué ça à longueur de conférences et d'ouvrages. Donc, on a cet élément-là, on l'a senti au moment de la Coupe du Monde de football. On a eu dans notre entourage toujours quelqu'un qui nous expliquait pourquoi ils sont si nombreux à s'être mobilisés pour cette Coupe du Monde de foot et avoir été si peu nombreux à défendre telle revendication sur les cheminots, etc. On a ces confrontations. Et bien sûr qu'elles sont légitimes parce qu'il y a un élément, j'ai envie de dire, d'incompréhension pour ceux qui sont des militants politiques de se dire comment se fait-il que quelque chose qui n'est que du plaisir ou pour certains de l'abrutissement, mobilise autant. Et ça, c'est une question importante à comprendre parce que, j'ai envie de dire, pour moi, c'est ça qui est intéressant aussi dans la notion et dans le débat qu'on a actuellement sur le sport. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer le sport de cette question de l'émotion. Un joueur de foot argentin expliquait que dans un match de foot, on a le summum de la tragédie grecque. On a le temps, la durée d'un match, on a l'espace, on a le terrain, c'est le terrain, et on a une tragédie à la fin parce qu'il y a un vainqueur et un perdant. Et cette émotion-là, pour quelqu'un qui ne rentre pas dedans, c'est incompréhensible. Mais d'un autre côté, y compris pour des militants politiques, et on peut en citer, ou des militants communistes, Pier Paolo Pasolini, philosophe, catholique, homosexuel, communiste, se fait enterrer avec le maillot de football de son équipe qu'il supportait. Albert Camus a défendu pendant des années et expliqué qu'on pouvait être un sportif convaincu et un philosophe. Donc c'est toutes ces questions. Pourquoi ? Parce qu'à partir de ces questions, on se voit comme citoyen, comme élu pour vous. Que fait-on quand on a un événement politique ? Est-ce qu'il faut, ou un événement sportif, est-ce qu'il faut être pour, est-ce qu'il faut être contre ? Qu'est-ce qui fait qu'on est
pour toi, Régis, pour l'organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2024, et ce qui fait que d'autres, dont je fais partie, alors que je suis une fan d'athlétisme, et que je ne décrocherai pas une seconde de regarder cet événement avec toutes les limites que je connais, etc., j'ai voté contre et je les regarderai. Donc je suis dans la contradiction comme citoyenne. Mais cette contradiction, elle m'intéresse pourquoi ? Parce que ce que je conteste, ce n'est pas les Jeux Olympiques, c'est l'organisation des Jeux Olympiques tels qu'ils sont faits aujourd'hui, et dans le fait que Paris, ayant échoué 4 fois, a obtenu les Jeux Olympiques aux pires conditions qui soient. Et toutes les revendications, Régis, que tu portes, qui sont légitimes, qu'on va soutenir, sont justement celles qui vont être abandonnées au nom de l'organisation, y compris, par exemple, et on le sait, la loi qui permet des dérogations en termes urbains aujourd'hui en Île-de-France du fait de l'organisation des Jeux Olympiques. Et donc, on va avoir un phénomène qu'on a critiqué à Pékin, tous les reportages du monde, à Londres, au Brésil, et qu'on va avoir à Paris, qui est la gentrification et l'éloignement de plus en plus important des classes populaires, et surtout dans le 93, Seine-Saint-Denis, à l'occasion de l'organisation des Jeux Olympiques. Le grand stade est le phénomène particulier pour ça. C'est très bien le grand stade. Ça crée de l'emploi. Oui, ça crée de l'emploi. Mais ça n'a pas créé de l'emploi pour les habitants de Saint-Denis. Ça a organisé un renouvellement urbain tel qu'on le conteste, puisque ce renouvellement urbain s'organise au détriment de la population historique qui est déplacée et au profit d'une catégorie qui se trouve un nouvel espace. Ça ne veut pas dire qu'on est contre, ça veut dire que c'est ces questions-là qu'il faut poser aujourd'hui quand on s'intéresse aussi au sport. De la même manière, dans les mobilisations sociales de ces derniers temps, je ne parlerai pas forcément de Benalla, mais la façon dont le maintien de l'ordre est organisé. Il a été testé pour beaucoup dans la lutte contre les ultras et le hooliganisme, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en Italie ou que ce soit en France, sur le fichage, la vidéosurveillance, etc. Dire que le sport a été l'outil d'organisation de lois d'exception pour régler un problème social et qui maintenant s'étend à un autre et à une autre dimension. C'est tous ces débats-là qui sont intéressants d'avoir avec le sport. Et puis, il y a aussi, on est pour le sport, on le voit autour de nous, beaucoup de gens font du sport, mais de moins en moins dans les cadres structurés. On est l'un des pays, comme tu dis, moi j'ai le chiffre de 41%, toi de 43%. Grosso modo, on a une quarantaine de pourcents de gens qui vont dans les structures sportives, y compris sur le foot, parce que parallèlement, et pour 2 raisons. La première, vous l'avez très bien dit, il y a aujourd'hui un choix politique qui est fait par ce gouvernement dans la continuité du précédent, qui est de plus en plus de renvoyer à la finance et à la manne privée le financement et l'organisation du sport et de la gestion sociale du sport dans les quartiers, le mining, les événements sportifs organisés par Adidas, Nike, etc., comme élément. Mais dans le même temps, c'est aussi une contre-culture. Le sport et le foot de rue, dans nos cités, ils s'organisent d'une autre façon que celle voulue dans les clubs. Parce qu'elle a la liberté du terrain, de ses règles, de son arbitrage, et puis parce qu'ils jouent tous. Dans les clubs, le problème, c'est que vous avez certains, les meilleurs, entre guillemets, qui jouent, et les autres qui sont sur le banc. Et au bout d'un moment, ceux qui sont sur le banc, ils ne s'y retrouvent pas. Et donc, ils vont ailleurs et ils se retrouvent dans une forme d'organisation et de foot telle qu'il l'était historiquement du côté du Brésil. Donc, attention à pas dire ou à dire que le sport diminue. Il diminue dans les structures officielles et il s'organise en parallèle, en tout cas dans un certain nombre de secteurs urbains, aujourd'hui de plus en plus. Et puis, il y a des confrontations. Nous, on l'a vu cet été à Montpellier grâce aux Insoumis et un certain nombre de camarades. La question des piscines. C'est très bien. En plus, nous, à Montpellier, c'est la vitrine du sport. À part que sur les piscines, la seule piscine qui était fermée l'après-midi, c'est celle de la Paillade, le quartier le plus populaire de Montpellier. On a revendiqué, mobilisé, organisé une initiative pour créer les conditions de l'ouverture. On a gagné. Mais indépendamment de ça, quelle est la réponse qui est faite ? Il y avait des perturbateurs. Donc, il fallait fermer, donc on ne pouvait pas y arriver. Ça veut dire que quand il y a 1, 2 ou 10 individus sur 40 000 habitants ou 20 000 habitants,
la puissance publique recule et ferme son équipement public plutôt que le laisser ouvert et d'y mettre les moyens. Et à chaque fois, on est confronté à ces questions-là. La bataille, on l'a gagnée. Mais il faut la gagner sur le fond et le contenu. La confrontation, elle est sur pourquoi, à chaque fois qu'il y a un incident, on ne met pas les moyens publics pour faire en sorte de garantir aux 20 000 habitants et pas aux 15 personnes qui perturbent le fait de maintenir l'équipement. Parce que tu l'as dit, hein, ce n'est pas simplement qu'il y a un jeune sur temps qui ne nage pas. Dans les quartiers populaires, c'est le double du reste de la population française, y compris dans les villes comme Marseille, Montpellier, le long de la côte. Donc oui, il y a un enjeu sur la façon dont on voit le sport et dont on l'organise, ici comme ailleurs. Après, moi, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais je dis aussi que le sport, c'est aussi un lieu de conquête et de confrontation sociale. La question du féminisme dans le sport, ça a été une conquête de tous les jours. Ce n'est pas fini, hein. Rêvez pas. Au dernier championnat d'Europe, on a une Française qui finit 2e, elle a un petit garçon, et pendant toute la course, pendant le marathon, les commentateurs expliquent qu'elle est revenue au haut niveau alors qu'elle a accouché. Non mais franchement, mais tous les jours, c'est ramené à sa maternité. Comme si le fait d'avoir été d'avoir donné naissance à un enfant l'empêchait de continuer à faire du sport. Dans les années 1900, Coubertin explique la même chose, hein, puisque sa vision du sport universel est quand même très particulière et très sexiste. Donc, aujourd'hui, on a cette bataille-là. Et le sport a été aussi un secteur de confrontation sur le mouvement féministe. Quand la première américaine court le marathon de Boston en 1967, elle s'inscrit en mettant que son initiale. On ne sait pas que c'est une femme. Pendant qu'elle court, les organisateurs reconnaissent que c'est une femme et essayent de l'arrêter, de lui arracher son 1967. Hein. Les sports olympiques avec la mixité, grosso modo, on est à 48-52 depuis 1998, année 2000. C'est qu'à partir de 1991 que le CIO dit que tout nouveau sport doit avoir des épreuves féminines, sinon il n'est pas reconnu. Donc la confrontation et l'égalité, de la même manière sur le sport et le foot féminin, là en ce moment, il y a les filles de moins de 20 ans qui jouent pour la 3e place de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Je mets au défi de savoir qui savait qu'il y avait le match à cette heure-ci, qu'elles étaient 3e et qu'elles avaient perdu. Voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est pas si fréquent. Et alors que la Coupe du Monde de foot des moins de 20 ans hommes va être beaucoup plus médiatisée, beaucoup plus suivie, etc. Donc on a encore, et je pense à l'équipe de Lyon, t'es pas très loin de chez toi, où, oui ça je sais, la confrontation Saint-Étienne-Lyon est compliquée, où il y a encore pas très longtemps, un des dirigeants masculins expliquait que la place des femmes était derrière les fourneaux ou les casseroles, je ne sais plus quelle était l'expression, alors que l'équipe de foot féminin de Lyon est une très grande équipe et a plus de résultats que n'importe quelle équipe masculine de foot aujourd'hui en Europe pour les équipes françaises. Mais on a aussi d'autres batailles. Aujourd'hui, sur la question de la lutte contre l'homophobie, les discriminations, etc., des équipes comme les Dégommeuses qui sont constituées et qui mènent des batailles, ou des équipes de foot qui disent maintenant qu'il faut assumer et mener ce combat et ce débat-là dans le sport, c'est relayé un peu, mais ce n'est pas une cause nationale, ce n'est pas une réalité de l'engagement, et en tout cas, on n'y met pas les moyens. Moi, je vais finir sur 2 points. Un, dans la confrontation du sport, parce qu'il y a plein de choses à dire, il ne faut jamais oublier qu'il y a eu aussi des conquêtes sociales et des conquêtes des droits civiques. Moi, 1968, les Jeux de Mexico, c'est quand même 2 coureurs qui ont été exclus des Jeux parce que les instances
leur apolitisme est toujours sélectif et bien organisé. C'est Smith et Carlos qui, aux 200 mètres, gagnent la médaille d'or et la médaille de bronze et lèvent le poing avec ce gant des Black Panthers. Ils sont ostracisés, mais n'empêche que c'est une expression politique d'un mouvement plus grand aux États-Unis et qui va se continuer, y compris avec Cassius Clay qui change de nom et s'appelle Mohamed Ali. Le sport est aussi un lieu des confrontations politiques sur les droits civiques et qu'on a aujourd'hui, même sur les luttes en Amérique latine contre les dictatures, avec Socrates, avec Caselli au Chili, qui refuse de serrer la main de Pinochet en 1973, au lendemain du coup d'État. Mais voilà, donc la confrontation sociale, elle existe, mais elle est, j'ai envie de dire, des exceptions, mais des exceptions qui ont une vraie symbolique. Une vraie symbolique parce qu'elles ont porté toute une série de revendications. Et sur ce point, par rapport, et je vais en finir en revenant sur les Jeux Olympiques, on a une bataille à mener aujourd'hui. Les Jeux Olympiques vont être organisés. Au Brésil, au moment de la Coupe du Monde, comme au moment des Jeux Olympiques, il y a eu des grandes grèves. À Londres, parallèlement, alors que le mécontentement est aussi grand, il n'y a pas de grande grève et pas de grande mobilisation. En France, que voulons-nous obtenir au moment où on va organiser les Jeux Olympiques? Le boycott? Honnêtement, dans l'histoire, à chaque fois que le boycott a été voulu, y compris par les Noirs, je pense à 36, je pense à 68, etc., ça a été un échec. Il n'y a jamais eu véritablement de réussite. Des mobilisations sociales, j'ai envie de dire, dans les pays développés aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des grands événements, je n'en ai pas vu. Je ne sais, et sur le boycott, on pourrait se poser la question par rapport à la Coupe du Monde de football au Qatar, qui est une aberration écologique, sociale, politique, pour les droits de l'homme. Enfin, c'est la totale de la subversion et tout ça. Donc, revenons à nos Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a une bataille, par exemple, pour obtenir que plus de la moitié des places soient réservées à des habitants et à des prix défiant toute concurrence? Parce que c'est un des problèmes. Quand on regarde la composition dans les stades aujourd'hui des grands événements, il n'y a pas de gens locaux, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, que ce soit, etc. Et même, il y a un article qui est sorti récemment qui dit que la moitié des clubs anglais n'ont plus besoin de spectateurs pour pouvoir continuer à faire des profits. Donc, il faut qu'on se pose cette question par rapport à ces événements. Et puis, il faut obtenir et maintenir une pression sur la question des loyers et de la gentrification. On ne peut pas simplement dire on est pour les Jeux Olympiques ou contre sans mener la bataille aujourd'hui par rapport à cette question. Les Jeux Olympiques de Paris, si au lendemain, à Paris, à Marseille, etc., c'est 20, 30, 40% de plus sur les loyers et l'exclusion de plus en plus lointaine d'une partie de la population, c'est une explosion à un moment donné qu'on va avoir. Et quand vous regardez sur les enquêtes d'opinion, sur les sondages, il n'y a pas de majorité de Français qui se sont exprimés en faveur des Jeux Olympiques. J'alerte sur ce point. Quand ils y sont là, ils les feront, ils les soutiendront, ils seront heureux, etc. Mais n'attendez pas à avoir simplement un effet « tout va bien ». On l'a vu avec la Coupe du Monde, on a un vrai bonheur pour le résultat de la Coupe du Monde, mais on n'oublie pas politiquement, parce qu'il y a tellement de saloperies qui sortent tous les jours, que le réel de la saloperie rattrape la question et renverse la question sportive. Donc il faudra que nous, on essaie de construire dans ce monde-là, dans ce milieu-là et dans cette confrontation, la façon dont on s'exprime, avec des batailles à mener. Et je pense que d'ici à 2024, il faut qu'on construise la question aujourd'hui des clubs, la bataille contre le maining, la bataille sur la façon dont s'organise la redistribution des financements dans les clubs, mais aussi entre le privé, le professionnel, le public, les clubs amateurs et tout ça, parce que cette redistribution, c'est un enjeu et c'est une bataille qui peut être menée, y compris par, j'ai envie de dire, les populations. Et puis le dernier volet, c'est le sport scolaire. Parce que le sacrifice de l'éducation nationale, elle passe aussi par le fait de sacrifier l'éducation sportive à l'école. Or, un certain nombre de pays n'ont pas fait ce choix-là et on a un autre rapport au sport, y compris dans les batailles sur le féminisme, la lutte contre les discriminations, la lutte contre l'homophobie, parce que le sport est un élément à part entière de l'expression de l'égalité du rapport entre tous. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui chez nous. Donc voilà. Il y a plein de choses à dire. Je renvoie juste sur la question du foot à un excellent bouquin qui vient de sortir cet été,
qui s'appelle Une histoire populaire du football. Je renvoie sur les autres sports à Une histoire populaire du sport aux États-Unis, qui est un livre qui a maintenant une dizaine d'années. Et enfin, un livre de Michéa, qui est un des philosophes héroltais montpelliérains qu'on aime beaucoup. Le plus beau but était une passe. Et je crois que c'est un tout petit livre que vous pouvez vous acheter très simplement et qui est un très beau livre à la gloire du beau jeu et du beau geste. Merci. Avant de vous passer la parole, je vais abonder dans le sens de l'explication pourquoi nous étions contre ce projet des Jeux Olympiques. J'avais posé une motion de renvoi. J'ai commencé mon discours à la tribune par « Nous aimons le sport ». Le problème, c'est que ce n'était pas un événement sportif, c'était un produit financier. Donc, effectivement, il y avait un énorme problème. Le premier problème, il était démocratique. C'est-à-dire, est-ce qu'on vous a demandé, est-ce que vous voulez les Jeux Olympiques? On ne vous l'a pas demandé. À Munich, ils l'ont demandé. Hein. Ils ont fait un référendum, ils ont répondu non. Voilà. Si, Munich. Dans les villes qui étaient candidates. Voilà, dans les villes qui étaient candidates. Donc, à partir de ce moment-là, ça n'a pas eu lieu. Et puis, on a quand même quelque chose. Enfin, nous, on est représentants de la nation. On est représentants du peuple. On arrive avec un contrat qui nous est imposé, avec une organisation supranationale qui nous dit « voici ce que vous allez faire ». Et on nous dit « vous ne toucherez pas une ligne de ça ». Ça, c'est le contrat qui a été signé au préalable et qui a engagé la France. Et on nous dit « nous, parlementaires, maintenant, vous le validez, s'il vous plaît ». Bah, moi, non, je suis insoumis. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, non, j'aurais aimé discuter du contrat, quoi. Voilà. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, quand vous faites quelque chose, vous contractualisez-vous, on ne vous impose pas un contrat, vous négociez avec la personne que vous avez en face. Il y a ces choses-là. Et puis, il y a l'ampleur. Alors, quand tu dis l'accessibilité, oui, mais l'accessibilité, ça part du point de départ où on est au point d'arrivée de l'avènement. Pour nous, en Ariège, pour aller assister, je ne sais pas, aux compétitions hippiques à Paris, ça va être chaud. Et donc, on aura toujours les mêmes prix de billets. Et puis voilà, donc il y a tout un élément. Il y a cette concentration des Jeux Olympiques. Et puis, il y a quand même dans un pays où on demande, on demande rien du tout d'ailleurs, où on impose une hausse de la CSG, une baisse des APL, où on rogne sur les salaires, mettre d'entrée 6,5 milliards sur la table, soit 25 hôpitaux de campagne, comme ça, pour un événement, et ça devient maintenant plus 6,5 milliards, mais on en est déjà à 10, voire 12, vu ce qui va se faire là, et attends, on en parlera à la fin. On va voir, parce que tu sais que je crois que je ne sais plus à combien a fini Rio et à combien ça a démarré, mais Rio, ça a démarré, je crois, à 9-10, ça a fini à une trentaine. Hein. Donc à partir de ce moment-là, voilà ce que va coûter ceci dans un pays où on vous demande à tous de vous serrer la ceinture. Donc il y a quelque chose quand même, une espèce d'indécence là-dessus qui nous a fait bondir. Et surtout que la chose était concentrée, qu'elle s'adressait à une élite, et qu'il n'y avait aucun projet de retombée sur le territoire national. Donc à partir de ce moment-là, là, on avait un énorme problème. Voilà pourquoi on n'a pas voté contre les Jeux Olympiques, on a voté contre ce projet de Jeux Olympiques pour toutes les raisons. Et il y a une autre raison aussi, c'est que même les lois que nous avions, dans ce contrat-là, on nous a demandé, nous, d'accepter de déroger à notre droit national. En matière d'environnement, en matière d'urbanisme, eh bien, écoutez, demandez s'il y a une autre entité qui a demandé ça et où ça a été accepté, quoi. Non, donc le comité olympique, lui, peut faire ça. Donc voilà l'immense problématique, et ça pose la question, là, sur les grands événements, de notre responsabilité, hein, nous, en tant que parlementaires, à accepter ceci. Et je suis complètement d'accord avec toi. On va demander des comptes, parce qu'on est redevable de l'argent des contribuables aussi, quelque part, nous. Donc, on va demander des comptes à la FFF sur le résultat de la Coupe du Monde. On demandera, et moi j'ai demandé des rapports, des comptes à Tony Estanguet sur l'avancement des projets. Je fais partie, moi aussi...
Oui, ouais, mais moi je vais le demander aussi, parce que le mettre dans la loi, j'aimerais bien que ça se fasse, effectivement. Bah, si ça se fait 5 ans après les Jeux, je vois pas l'intérêt, moi. C'est sur le moment, que les gens sachent un petit peu où va leur pognon. Et je fais partie, moi aussi, de la Commission nationale de suivi des Jeux Olympiques, donc on reçoit les rapports, ou pas. Nous, c'est plutôt ou pas. Et donc, donc, à partir de ce moment-là, vous voyez, au niveau des Jeux Olympiques, c'est pas le principe des Jeux qui nous a poussé à voter contre. C'est ces Jeux-là, quoi. C'est comme là, bientôt, l'année prochaine, vous aurez une élection européenne. C'est pas l'Europe qu'on combat, c'est cette Europe. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, il faut bien dire que nous sommes, nous, dans la dynamique, nous sommes sportifs, nous sommes pour le sport, mais nous y mettons, nous, une dimension populaire. Et eux, ils mettent une dimension élitiste. Voilà, et financière. Voilà ce que je voulais vous dire. Avant de vous passer la parole, si vous avez des questions, eh bien, on y répondra si on peut. Hein. Oui, madame. Vous voulez peut-être... Ce que je vais faire, c'est que je vais en laisser un là, et on va en regarder un là. Tiens. Voilà, allez-y. Bonjour à toutes et à tous. C'est plus un commentaire de ma part d'une question, parce qu'en fait, il se trouve que je suis adjointe au maire du 13e arrondissement de Paris en charge des sports. Donc, depuis 2014, donc c'est mon premier mandat local, et j'ai eu cette délégation parce que j'ai travaillé à l'INSEP, donc l'Institut national des sports, qui s'appelait autrefois et de l'éducation physique, transformé après un processus de rénovation piloté par Jean-François Lamour en son temps en Institut national des sports et de l'expertise et de la performance, donc un recentrage sur la filière de très haut niveau. Et donc Paris, comme vous le savez, s'est portée candidate. Et bon, je me souviens d'un conseil d'arrondissement où il a fallu que, puisque j'ai été élue PS à ce moment-là, il a fallu donc que je rapporte le vœu de la maire de Paris incitant les conseils d'arrondissement à se prononcer sur l'opportunité de la candidature de Paris. Donc c'était un vœu de la maire. Les conseils d'arrondissement ont donc un vote consultatif. Et de toute façon, un vœu là comme ça, c'était vraiment quelque chose de purement politique. C'était pas une délibération. Ça n'emportait pas de conséquences particulières. Qu'on dise non, de toute façon, le processus poursuivrait, mais il n'y avait pas beaucoup de risques puisque les voix discordantes étaient très faibles. Effectivement, c'était à Paris uniquement les écologistes qui ont voté contre ce projet. Donc, moi, j'ai fait le service minimum en séance pour restituer donc ce vœu. Les écologistes font une explication de vote en disant nous voterons contre et en motivant leur vote, en faisant en fait une synthèse de ce que disent les économistes du sport de façon assez unanime, et c'est quand même relativement rare, on peut le souligner, à propos donc des effets délétères, des externalités négatives des grands événements sportifs, et au premier rang desquels les Jeux Olympiques, pour toutes les raisons que vous avez déjà évoquées, auxquelles d'ailleurs on peut aussi ajouter la loi fiscale, qui est un scandale absolu, qui est absolument révoltant. En disant voilà, puis le CIO, rappelons que c'est une organisation corrompue, qui a un discours selon lequel les Jeux Olympiques ne doivent pas coûter cher. Il tient ce discours depuis longtemps, mais il a toujours voté différemment. Et sa façon de voter consistait en un processus d'enchère. Donc les villes étaient en fait insidieusement incitées à avoir le projet le plus mirifique possible, donc pour valoriser l'image des Jeux. Et donc le mieux-disant, finalement, était pris à son propre piège, puisque les budgets prévisionnels ont systématiquement été explosés, à part, si je me souviens bien, en 84, parce que Los Angeles était la seule ville candidate. Donc là, il n'y a pas d'enchère, donc pas de dépassement énorme. Donc je dis à mes collègues qui autour de moi disaient les écolos, c'est vraiment des réactionnaires, etc. Non, mais ils ont raison. Je veux dire, il y a un moment donné où il y a quand même... en plus, en économie, c'est quand même relativement rare que, globalement, une communauté scientifique ait un discours à peu près consensuel là-dessus, en disant mais les grands événements sportifs produisent des effets d'exclusion, produisent de la gentrification. On parle, et puis il y a un argument qui, moi, me scandalise totalement, c'est que l'argument phare, c'est que les Jeux Olympiques sont une opportunité pour avoir des transports en commun. Donc on parle à Paris du Grand Paris Express depuis le quinquennat Sarkozy. Le Grand Paris Express, c'est quoi? C'est un réseau, un méga réseau de méga métros en grande couronne parisienne, permettant en fait de relier toute la région Île-de-France pour améliorer les mobilités, etc. Bon.
c'est essentiel pour les populations locales, pour l'emploi, etc. En quoi ce genre de projet doit dépendre des Jeux Olympiques pour advenir? Moi, ça vraiment, ça me scandalise comme argument. Et c'est le premier argument qu'on avance typiquement. Le deuxième argument, c'est la requalification urbaine des villes. On cite typiquement Barcelone. Oui, bon, d'accord, mais on passe sous silence la gentrification, on passe sous silence que souvent des implantations sont faites pour les Jeux Olympiques. Par exemple, où est-ce qu'on installe le village des sports et le village des journalistes? On va le mettre là où c'est pratique, mais est-ce que derrière, puisqu'on dit, vous inquiétez pas, on fera des logements, ouais, mais est-ce que ça correspond à un bassin de vie? L'arrêt de métro, de machin ou de truc de bus, est-ce qu'il va correspondre ensuite à un bassin d'emploi? Donc, est-ce qu'il serait vraiment utilisé? L'autre argument, et la Cour des comptes s'en est déjà inquiétée, et même des hauts fonctionnaires du ministère des Sports, je crois, ou de notre organisme ministériel, mais attention, on sait déjà qu'on va exploser les budgets du métro, justement, pour qu'il y ait des choses qui soient prêtes dès 2024, dès septembre. La RATP, qui est venue dans le 13e, nous parlait d'autre chose, puisqu'on a un prolongement de la ligne 14 du métro, nous a dit, bon, si, on tiendra le calendrier. Non, mais attendez, on sait tous que ce sont les budgets travaux. Si vous nous dites que vous ferez tout pour tenir le calendrier, c'est que ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, non, les populations locales, maintenant, elles le savent bien. Et quand, au moment où Paris candidatait, on était en plein processus d'économie, parce que donc la dotation globale de fonctionnement de l'État aux collectivités territoriales diminuait, c'est le quinquennat précédent, et donc Paris n'échappe pas à la chose, hein, parce que, et en plus, donc, phénomène de péréquation, c'est bien normal, Paris contribue aux communes alentours. Donc on a perdu pas mal d'argent, il va falloir des économies importantes, et donc en fonctionnement, les associations, voilà. Donc au moment où Paris candidatait, moi je disais aux associations, écoutez, là on a été obligé de réduire. Et donc évidemment, les gens, c'est quand même difficile d'expliquer ça concrètement sur le terrain. Puis moi, quand on me demande, question signaux faibles sur les Jeux Olympiques, est-ce que les gens... un jour, quelqu'un m'a dit dans mon entourage, ah ça y est, Anne Hidalgo, elle a son bâton de maréchal pour se faire réélire. J'ai dit, écoute, je crois que malheureusement, il n'y aura pas de plus-value politique aux Jeux Olympiques, parce que déjà, on est loin des Jeux. Et ensuite, je pense que les gens s'en foutent. Et c'est déjà pas mal, parce que dans d'autres pays, les gens n'en veulent plus. Et voilà, donc on est dans un climat comme ça. Et un élément sur lequel je ne serai pas très longue, mais un acteur qu'on a oublié, c'est les collectivités. Parce que quand on parle de développement du sport, et à Paris aussi, on a ce problème-là, c'est que les budgets pour faire des nouveaux équipements, après il y a la question du foncier aussi, à Paris, zone urbaine, on est très concentré. Mais donc en fait, l'effet de ciseau se referme sur les collectivités, parce que c'est nous, les collectivités, qui payons les infrastructures, sans lesquelles, concrètement, c'est quand même difficile de développer le sport avec tous les besoins qu'on connaît. Voilà, merci. Merci. Tu voulais... Alors, on va prendre 2-3 interventions comme ça pour pouvoir, après, répondre. Devant. Merci, Pascal. D'accord. Bon, je vais être bref. Donc, bonjour à tous. Ce matin, j'étais chargé de l'atelier d'animation, débat, prévention de la santé, activité physique et sportive. Donc, je suis prof dans une UFR STAPS. Je suis très content parce que le titre de l'exposé, ce qui me plaît bien, c'est sport et transformation sociale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur l'interprétation du réel, mais comment on peut transformer les choses. Ça, c'est la première chose. Et pourquoi ? Alors, la première chose, c'est que dans les livrets thématiques santé, handicap, on ne parle pas de sport. L'éducation, il y a un petit entrefilet, ce qui n'est pas normal. Bon, on milite à Montpellier pour faire évoluer les choses. Ça, c'est la première dimension. La deuxième, pour donner une certaine ampleur au débat, il faut dissocier le sport comme objet culturel et social issu de la société civile de son intégration dans les services publics. Alors, dans la chronologie, 1967, c'est l'introduction du sport éducatif à l'école. Et vous en avez parlé. En fin des années 70, c'est l'intégration universitaire du sport, c'est-à-dire des gens qui vont faire des formations diplômantes universitaires et des gens qui vont travailler en laboratoire de recherche. C'est important. La troisième intégration, c'est en 1999, l'intégration des enfants handicapés à l'école et leur prise en charge par les profs d'éducation physique dans le cadre du plan DISCOL. C'est quand même fondamental. Et il faut attendre 2006 pour que l'intégration du sport se fasse dans le ministère de la Santé. D'une part, je vous le rappelle, la Haute Autorité de la Santé en 2011, le sport est considéré comme une thérapie non médicamenteuse validée. Et d'autre part, la loi santé
effectivement, c'est le sport sur ordonnance. Bien. Alors, à partir de là, les problèmes se posent, c'est-à-dire les inégalités sociales, parce qu'à partir du moment où faire du sport, ça permet de moins tomber malade, ben, ça doit être généralisé à tous. Et ça fait faire des économies à la sécurité sociale, puisque vous savez que ça permet des économies de santé. Il y a des études qui sont faites là-dessus. Bien. Ensuite, effectivement, il faut faire attention à une chose, c'est que le secteur privé, c'est-à-dire le Comité national olympique et sportif français, va progressivement grignoter tous les avantages des services publics. Là, actuellement, les programmes nationaux sport, santé, bien-être, qui commandent, eh ben, c'est les ARS et c'est les directions régionales jeunesse et sport. Et donc l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, tout ça c'est oublié, il n'y a plus personne, on n'est pas représenté. C'est eux qui impulsent et qui décident. Donc moi je pense que je suis content parce qu'il y a des politiques. Nous on peut conseiller mais on n'est pas politique. Donc si vous voulez, on peut alimenter un peu vos raisonnements, mais l'important ce sont les politiques parce que c'est eux qui décident et donc vous allez avoir du travail. Merci. Merci. Encore une ou deux. C'est 20. Et après, on va répondre après. Ah, d'accord. Oui, donc moi je suis dirigeante sportive. Je suis responsable national, régional et sportif et de club, excusez-moi, mais on n'est pas nombreux, donc on accumule du mandat. Alors sur les Jeux Olympiques, moi je pense qu'au tout départ, notre position a été mal engagée médiatiquement et que les gens se sont dit, cette France insoumise, qu'est-ce qui lui prend, et notamment les sportifs, hein, qu'est-ce qui lui prend d'être contre les Jeux Olympiques? Moi je comprenais totalement ces réactions parce que pour avoir dans mon club depuis 87 régulièrement des jeunes qui sont sélectionnés pour les Jeux Olympiques ou différentes compétitions de haut niveau, je sais combien ça représente d'engagement personnel sur le plan affectif, sur le plan financier et que l'émotion arrive, c'est normal. Mais je comprenais aussi totalement, et je comprends toujours totalement les arguments de la France insoumise. Je crois que les Jeux Olympiques, ça va être un événement important. De toute façon, on va en parler. Donc il serait, je crois, je suggère, important qu'on sorte un espèce de livret à destination notamment du monde sportif, pour qu'ils comprennent bien notre positionnement et qu'ils comprennent bien que ce n'est pas contre les Jeux Olympiques qu'on en a, mais contre une certaine conception de ce type de compétition. Parce que, bon, à plus bas niveau, ça peut aussi se présenter sur les championnats du monde. Ça, c'est dit très rapidement. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est les fédérations sportives. On parle du Comité national olympique, mais il est l'émanation des fédérations sportives. Et moi, pour y avoir milité très longtemps, avoir été dirigeante nationale, je peux vous dire qu'il n'y a pas plus antidémocratique qu'une fédération sportive. Mais ces gens-là ont un fonctionnement aberrant, ne serait-ce déjà par le fait que, malgré toutes les lois successives, y compris la loi Buffet, ça n'a jamais été remis en cause, une licence ne vaut pas une voix. Et ça, c'est quand même grave. Par exemple, alors c'est à peu près le cas dans toutes les fédérations, avec quelques modifications dans les statuts, mais on est de cet ordre-là. Entre 3 adhérents, le minimum nécessaire, et 150 adhérents, on a un rapport de 1 pour 50, alors que dans les votes, on a un rapport de 1 pour 7. Problème quand même. Donc je crois qu'il y a vraiment urgence, qu'il y ait un travail de fait au niveau du fonctionnement des fédérations sportives. Ensuite, dans ces fédérations sportives, l'athlète de haut niveau est très mal positionné parce qu'il reçoit ses subsistances via la fédération sportive, qui, y compris, va jusqu'à dresser la liste des athlètes qui y ont droit. Donc, l'athlète de haut niveau qui l'ouvre, alors je peux vous dire, moi c'est le cas dans ma fédération, excusez-moi, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres, s'il l'ouvre trop, pas question qu'il soit candidat sur une liste de la France insoumise, lui, hein, parce que ses prochains JO ou ses prochains championnats du monde, c'est même pas la peine d'y penser. Donc là, il y a un problème, il faut repositionner l'athlète de haut niveau par rapport aux fédérations sportives. Comme on a repositionné les cadres d'État, qui sont détachés dans les fédérations sportives, mais qui répondent à leur ministère. Bon.
Ensuite, il y a le contrôle des fédérations sportives. Il y a un contrôle, notamment financier, qui se passe, qui est très léger, très sympathique, avant le vote des budgets prévisionnels. Mais enfin, bon, vous avez déjà peut-être assisté à une assemblée fédérale. Vous verrez que les représentants du ministère, qui sont d'ailleurs généralement des fonctionnaires, ne peuvent pas dire grand-chose. Mais dans les grands événements, moi, dans ma propre fédération, on vient d'organiser des championnats du monde. On n'arrive toujours pas, au bout d'1 an et demi, à avoir les comptes de ces championnats du monde. Et on nous annonce une fourchette de déficit allant de 1,2 million à 2 millions. On n'arrive pas à savoir la vérité. On fait un premier emprunt de 850 000 € en hypothéquant le siège. Comment on fait pour obtenir cet emprunt? Je vous donne en 1000. On a invalidé les assemblées régionales dont on savait que les représentants n'allaient pas voter pour ce projet. Voilà. Et là-dessus, le ministère ne dit rien. Il n'y a pas une personne du ministère qui demande des comptes sur un budget qui est déficitaire de plus d'1 million d'euros. C'est quand même, avec des conflits d'intérêts, puisqu'il y a des associations bateaux, c'est quand même absolument... Donc je crois qu'il y a urgence à reprendre la loi sur le sport, et notamment la partie concernant les fédérations. Ensuite, concernant les clubs, je pense qu'il est indispensable, avant les Jeux Olympiques, les 2 ans avant les Jeux Olympiques, de s'assurer des possibilités de financement des clubs. Parce que je peux vous dire, dans la région Rhône-Alpes, nous, on a vécu les Jeux Olympiques à Albertville, et Beaujour nous finance. Et pas après les Jeux, avant les Jeux. Donc, comme actuellement, il n'y a aucun texte qui va obliger à ce que les retombées soient anticipées pour les clubs qui subissent de plein fouet la baisse du CNDS, comment va-t-on faire? Entre 2022 et 2024, je peux vous dire que pour peu qu'il y ait des changements politiques, alors là, on va ramasser beaucoup. Donc, moi, je demande aux députés de s'emparer de cette question. D'accord. On peut juste savoir quelle est ta fédération? J'ose pas le dire, mais vous pouvez les rencontrer et poser des questions, j'en serais ravie. La fédération de lutte. Bon, non, mais c'était une question qu'on se posait tous les deux. Voilà, c'est dit. Non. Même pour ça, il faut respecter les formes. D'accord. Donc je vais faire très court, vraiment. J'ai une remarque suivie d'une question. Vous avez beaucoup parlé du foot. Il y a évidemment d'autres sports, mais le foot a été beaucoup abordé. Je tenais juste à rappeler que notre 2e étoile en tant que champion du monde, on l'avait acquis en 2017 avec l'équipe de foot fauteuil électrique dans le handisport. Et ça a été complètement oublié. Donc on était déjà double champion du monde l'année dernière. Voilà, une des 5 disciplines de foot dans le handisport. Et du coup, ma question est liée au handisport, qui n'a pas ou très très peu été abordée là dans la conférence. Et je m'adresserai aux députés, principalement celui qui est dans la commission sport. Ah, pardon, d'après ce que je disais, j'avais l'impression qu'il n'y en avait qu'un seul. Excusez-moi. Je constate, de par mon vécu personnelle de sportive à haut niveau handisport et militante dans le mouvement handisport, qu'il y a très peu de clubs qui peuvent accueillir des personnes en situation de handicap. Et dans ces clubs, dans ce cas-là, il y a une mixité d'âge, de conditions sociales, etc. Donc des enfants de 10 ans se retrouvent à jouer avec des retraités parce qu'il n'y a simplement pas de... Et donc les enseignements ne sont pas suffisamment adaptés. Et donc, qu'est-ce qui est proposé en projet, peut-être, pour développer l'handisport et surtout la médiatisation du handisport, puisque certes, on a gagné les 100 heures de médiatisation au dernier JO, mais il y a encore tellement de handisports qui sont oubliés, et notamment cette fameuse Coupe du Monde qu'on avait gagnée l'année dernière et qui a assez passé inaperçue. Voilà. Merci. Juste pour reprendre ton truc, l'été dernier, c'est l'équipe de fauteuil de rugby qui a été championne du monde. J'ai posé une question au gouvernement sur la problématique que tu viens de poser. Bon, nous, on a une réponse sur 12 à peu près. Donc, voilà. Je ne sais pas, toi, si c'est mieux, Régis, toi, guère mieux. 2 sur 12, d'accord. Bon, alors moi, je vais laisser la parole à Pascal ou à Régis, qui la veut. Comme tu veux démarrer? Alors... Non, j'ai noté, on cite le télégraphique, les quelques sujets qui ont été abordés.
Bon, d'abord, j'espère que... Non, Pascal, tu ne pourras pas être à la Mosson demain, mais il y a Saint-Etienne qui joue contre Montpellier demain soir. Ça, c'est 17h, dimanche. Montpellier contre Castres. Voilà. Mais c'est ça qui est bien à Montpellier, c'est que voilà, si on est amoureux de sport, c'est vrai qu'on a aussi des clubs dans l'ensemble des disciplines. Ça va du basket féminin jusqu'à... Tu parlais de l'athlétisme tout à l'heure, le stade Philippides, c'est là où s'entraîne Kevin Mayer. Je suis passé devant hier, parce que j'étais à Montpellier. Et j'allais au conseil départemental, donc c'était pas très loin. Et donc, vous avez vraiment cette chance d'avoir cette politique sportive-là. Mais enfin, bon, vous avez la chance aussi d'être vigilant parce que l'histoire des piscines, effectivement, j'en avais entendu parler. Et c'est tout simplement pas acceptable. On a ce même type de problématique aussi à Saint-Etienne, où il y a extrêmement peu d'équipements nautiques qui sont ouverts pendant l'été, ce qui est une forte pénalisation, d'ailleurs, des personnes des catégories les plus défavorisées qui souvent ne partent pas en vacances et n'ont pas à disposition la possibilité de rentrer dans les piscines pendant l'été. Ça, c'est un vrai problème dans un certain nombre de grandes villes. Voilà, je réagissais tout à l'heure parce que en fait, le référendum qui a eu lieu sur les Jeux Olympiques a eu lieu à Hambourg et pas Munich. C'est pour ça, c'était juste là une question de... Ouais, mais c'est surtout... Voilà, mais c'est surtout à Hambourg où le résultat a été négatif. Donc, qui montre quand même qu'il y a un problème d'acceptabilité sociale qui existe par rapport à l'organisation des grands événements sportifs internationaux sur les territoires. Et effectivement, si on fait les Jeux de Paris 2024, c'est pas pour reproduire ce qui s'est passé à Rio, ce qui s'est passé, alors bien pire, les Jeux d'hiver en Russie, organisés par Poutine. Là, ça a été 40 milliards ou 50 milliards de dépenses. Je pense qu'effectivement, on ne peut plus organiser les Jeux comme on le faisait avant, avec la construction d'éléphants blancs, etc. Je pense que le CIO, bon, on dit organisation corrompue, c'est pas faux, mais on parlait des fédérations sportives, la démocratie dans les fédérations sportives, où je veux dire, c'est même le problème, un homme, une voix, une femme, une voix. Il n'y a même pas un club, une voix dans les fédérations sportives. Et la parité, on en est très, 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 très loin. Et quand on l'a mis dans la loi, l'histoire de la parité, dans la loi olympique, on l'a rajouté. Ça n'a rien à voir forcément avec l'organisation des Jeux Olympiques, mais on a mis un amendement qui était assez volontariste sur la parité dans les instances du mouvement sportif. Le mouvement sportif a tout fait pour freiner ou que cet amendement ne soit pas adopté. Donc ça montre les limites aussi de la gouvernance, le cumul dans le temps des mandats, etc., des représentants. Et on sait comment ça fonctionne. Malheureusement, on n'a pas un mouvement sportif qui fonctionne très bien. Il y a une agence du sport qui va être mise en place par Laura Flessel, ce que je disais tout à l'heure. Nos craintes, c'est quoi? C'est qu'on mette autour de la table, certes, c'est légitime et c'est justifié, les collectivités territoriales aux côtés de l'État et bien évidemment le mouvement sportif et puis les entreprises, pour une toute petite partie, fort heureusement. Mais si on ne clarifie pas les compétences avant de réunir tout le monde autour de la table, on ne saura pas qui fait quoi. Or, c'est le problème aujourd'hui d'une compétence partagée comme le sport, et où l'essentiel des financements viennent des collectivités territoriales, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire tout, en gros. Le haut niveau, la formation, les équipements. Et donc, tant qu'on n'a pas fait cette clarification-là, et tant qu'on n'a pas donné les moyens à cette future agence du sport, qui risque quand même de se substituer finalement à ce qu'était le ministère des Sports et aux impulsions de l'État dans cette politique publique-là, je pense que là, il y a quand même une difficulté qu'il faut voir. Donc moi, effectivement, je suis pour qu'on soit extrêmement vigilant sur les Jeux olympiques et paralympiques. Et donc, du coup, je suis très favorable à ce qu'il y ait des contre-pouvoirs forts qui s'expriment. L'avantage à Paris, c'est qu'il y avait 95% des sites qui étaient déjà réalisés, donc il n'y aura pas de construction de nouvel équipement sportif, à part le centre nautique qui fera à peu près 110 millions d'euros, mais dont déjà les élus de Seine-Saint-Denis ont trouvé un accord avec le Grand Paris pour qu'il y ait une gestion publique derrière de l'équipement et que ça profite aux populations. C'est là où je voulais en venir aussi. C'est que les Jeux Olympiques, c'est ce qu'en feront aussi les citoyens des territoires concernés, citoyens et élus. Citoyens et élus. On parlait de Paris tout à l'heure. Bon, Paris, par exemple, a présenté un plan de 43 mesures d'accompagnement qui ne démarre pas en 2024, qui va démarrer dès cette année,
qui sont relativement intéressantes parce qu'elles permettent quand même d'augmenter la possibilité de pratiques sportives dans la capitale. C'est pas que la question du Grand Paris Express, parce que ça a été relativement déconnecté maintenant par le gouvernement, parce que c'est un enjeu financier tellement considérable que c'était compliqué de faire coïncider, je pense, les calendriers. Mais le plan baignade dans la Seine, les pistes cyclables, il y a des questions de chemins de randonnée autour de Paris, les équipements sportifs de proximité qui vont être développés. Bon, il y a des mesures concrètes et tangibles qui sont mises en place par Paris, quand même, pour accompagner les Jeux Olympiques et Paralympiques. En Seine-Saint-Denis, moi j'ai été agréablement surpris de la vitalité, la vivacité des comités citoyens qui se mobilisent dans les réunions publiques et qui se mobilisent auprès de nous, les élus nationaux, mais les élus locaux aussi de Seine-Saint-Denis, pour que tous les problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure, et qui sont réels, et sur lesquels il faut être extrêmement vigilant, gentrification par rapport aux logements sociaux, mise à l'écart de population possible, etc., pour que ça ne se produise pas en Seine-Saint-Denis. Donc il existe ce mouvement-là, il faut s'appuyer dessus. Et moi j'ai vu les comités citoyens, on a mis en place une fabrique, une usine, une fabrique en fait citoyenne autour aussi du conseil départemental de Seine-Saint-Denis pour recueillir des idées pour le plan héritage. Et je pense que les élus de Seine-Saint-Denis se sont bien battus pour obtenir au maximum de ce qu'ils pouvaient en termes d'héritage, d'équipement, de piscine, au moment où ça a été discuté il y a quelques semaines. Donc si nous, on les aide, les élus nationaux, et qu'en plus, les mouvements citoyens, je sais que les Insoumis sont très engagés dans ces comités locaux et citoyens en Seine-Saint-Denis, la pression, elle sera là. Et il faut qu'elle soit maintenue. La loi qu'on a votée pour le moment, c'est pas pour moi une loi satisfaisante. On a rajouté quelques points positifs, je dirais, sur l'éthique, sur la transparence financière, sur un certain nombre de points. Mais l'essentiel, comme l'a dit tout à l'heure Michel, c'est que c'était un contrat qui avait été négocié avant, entre Paris et le CIO, et que nous, on nous demandait d'entériner finalement des points qui étaient déjà tranchés, sans pouvoir les modifier. Par contre, on va avoir une loi qui va arriver, j'espère, devant le Parlement l'an prochain, en théorie. Je suis assez inquiet. Maintenant, de l'agenda parlementaire de ce gouvernement, ça va être compliqué pour lui, de toute façon pour toutes les lois maintenant. Mais normalement, on doit avoir une loi sport et société. Et c'est pour moi la loi essentielle, principale pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est quel héritage on donne, sociétal, sur le plan de la santé, sur le social, sur le territorial et sur le sportif, et comment on organise ça en termes de politique publique. Bon, c'est là où il va falloir que nous, on obtienne des résultats. Et pas attendre 2024, comme je l'ai dit tout à l'heure, le faire dès 2019 et le faire partout en France pour qu'il y ait des animations territoriales, qu'il y ait des bases d'entraînement, qu'il y ait des événements qui soient liés aux Jeux Olympiques, mais qui démarrent dès l'an prochain. Enfin, on évoquait tout à l'heure le supporterisme et le handisport. Alors, le supporterisme, je suis entièrement d'accord, d'autant plus que nous, on est victime d'un arrêté préfectoral. Alors, c'est très savoureux parce que celui qui l'a signé au nom du préfet Poissel dans l'Hérault, c'est l'ancien directeur de cabinet du préfet de la Loire, donc qui suivait les questions de sécurité à Geoffroy Guichard, à Saint-Étienne, donc tout près de chez moi, et qui suivait de près les questions donc liées aux supporters, et qui a un arrêté extrêmement restrictif parce que en gros, il dit samedi à la Mosson, il n'y a que 400 Stéphanois qui peuvent venir, il faut qu'ils soient tous groupés, ils seront encadrés pour venir au stade, on n'a pas le droit d'avoir des maillots ou des signes ostentatoires pour dire qu'on est supporter de Saint-Étienne dans les rues adjacentes au stade de la Mosson. Donc voilà, moi je l'ai vécu ça déjà, même dans des matchs à Paris, des matchs de Coupe de France où on avait même interdit à des citoyens qui étaient non pas de la Loire, de Saint-Étienne, mais des départements limitrophes, la Saône-et-Loire, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, enfin, etc., qui ne pouvaient pas physiquement se rendre au stade. C'était interdit. Donc on a un tout petit peu progressé dans la dernière loi sur le supporterisme, qui était une loi très sécuritaire, qui était celle de Guillaume Larrivé. On a un tout petit peu. Non, mais on a introduit quelques amendements quand même. On a changé le titre de la loi. Et ben, c'est la première fois qu'on reconnaissait les instances nationales du supporterisme et qu'on les associait d'une certaine manière. On aurait voulu aller plus loin. J'ai été porteur de ces amendements avec Thierry Braillard à l'époque, et d'autres, et François de Rugy, depuis, bon, je ne sais pas où il est passé, lui, mais enfin, bon, il est président de l'Assemblée nationale, je crois.
Ouais. Donc à l'époque, ils défendaient les amendements sur le supporterisme. On a créé une instance nationale du supporterisme et on a créé un référent dans tous les clubs professionnels en direction des supporters. Nous, on aurait aimé aller plus loin, que les supporters aient leur mot à dire sur la gestion des clubs. Bon, là, nous, en ce moment, on travaille beaucoup sur le modèle coopératif. Bastia est en train de se constituer en société coopérative. C'est une première et j'espère que ça va faire beaucoup de petits derrière parce que là, les supporters, ils auront leur mot à dire, ils auront une part du club. C'est possible. C'est possible. Le mouvement sportif commence à s'y mettre. Les statuts des fédérations, je ne vois pas pourquoi ce serait la loi 1901. On peut très bien imaginer que ce soit des statuts de l'économie sociale et solidaire et qu'on aille vers des statuts un petit peu différents. En tout cas, les clubs, je pense, vont aller vers le modèle coopératif. Ils ont intérêt à associer les supporters. Il faut aller plus loin, il faut leur donner beaucoup plus de latitude. Mais surtout, ce qui est scandaleux aujourd'hui, c'est les restrictions de déplacement, les restrictions de liberté, et c'est le fait qu'on va vers des tribunes complètement aseptisées. Voilà. Nous, on s'est battu avec d'autres députés. On est assez nombreux pour relancer les tribunes debout. Dans 4 stades, ça va démarrer à la rentrée. Moi, je me bats pour essayer de trouver une solution aussi aux histoires de fumigènes, parce qu'on n'en sort pas non plus. Bon, répression, on craque les fumigènes. Je vois les Stéphanois encore 15 la dernière fois à Strasbourg. Bon, il faut qu'on trouve des solutions à ces problèmes-là de supporterisme, mais sans aujourd'hui entraver le football populaire qui veut s'exprimer. Moi, je ne le confonds pas avec le hooliganisme. Bon, là-dessus, on peut aussi progresser. Le handisport, ce qui est très compliqué aujourd'hui, je trouve, pour en parler souvent avec Emmanuel Assmann, qui gère le comité paralympique et donc la préparation des Jeux, c'est qu'il y a à la fois la Fédération française handisport, il y a la Fédération française de sport adapté, et puis il y a certaines fédérations qui ont pris la délégation, finalement, et qui organisent au sein même des clubs les activités pour les personnes en situation de handicap. Donc on a un paysage qui est relativement complexe et il faudrait quand même qu'on puisse maintenant dégager des moyens beaucoup plus importants parce qu'il y a un gros potentiel, là pour le coup, de progression, notamment de médailles dans les grands rendez-vous internationaux où on est en capacité d'obtenir de bien meilleurs résultats si on est capable, par exemple, d'aller détecter beaucoup plus précocement des jeunes sportifs qui ont du potentiel de haute performance. Arthur Bochet, par exemple, au dernier jeu d'hiver, il reconnaissait qu'il avait été détecté par hasard par son prof de PS au lycée, à l'UNSS, quand il était au lycée, je crois, c'était à Gap ou Briançon, à Gap, je crois. Et donc, par hasard, il est devenu skieur. Il a remporté combien ? 4 médailles d'argent, je crois, Arthur Bochet. À 17 ans. À 17 ans. Donc ça veut dire que dans ce pays, on a un potentiel considérable. Sauf que là, on n'a pas du tout les moyens pour pouvoir l'exploiter. Et la diminution du budget du CNDS, bon, même si sur le handisport, il y aura des moyens spécifiques qui seront dédiés dans le cadre des Jeux Olympiques, là aussi, je crois qu'on peut aller beaucoup plus loin. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que ça sera trop long sinon après. Alors, comme il y a encore des questions et qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, je vais un peu le faire en style télégraphique. Moi, je rappelle dans l'histoire que, y compris le droit des footballeurs ou des athlètes, elle s'est gagnée par l'organisation et la constitution de syndicats. Les premières batailles syndicales, c'est en Angleterre. Les footballeurs étaient à l'origine des gens salariés d'une entreprise qui appartenaient à l'entreprise et qui travaillaient plus pour pouvoir jouer et donc ne touchaient pas de salaire. Donc la première revendication des salariés et des footballeurs, ça a été d'être payés. C'est la bataille du professionnalisme contre l'amateurisme. En 68, je rappelle que les footballeurs français sur les clubs amateurs ont envahi la fédération. Je rappelle que dans les années 67-68, à Lamballe, il y a une bataille et un bras de fer sur la question de comment est-ce qu'on organise le club de foot entre l'entraîneur et qu'il y a eu une expérience à 4, donc Gourcuff. Et comme par hasard, il y a eu un décret de l'État qui a dit qu'au lendemain, il fallait obligatoirement avoir un diplôme d'entraîneur pour pouvoir encadrer. Donc, il y a des batailles. Aujourd'hui, je pense que la question du mouvement sportif se joue aussi dans l'organisation des droits des sportifs vis-à-vis de leur direction. Et que nous devons, dans le livret, porter ces revendications parce que la question de l'organisation et des droits de celles et ceux qui font du sport ne sont pas forcément celles d'avant. Elles ne sont pas reproductibles telles qu'elles étaient avant, mais on doit
porter, par exemple, quand je vois notre médaille d'argent au championnat d'Europe qui dit qu'elle doit faire au marteau 200 km pour aller s'entraîner, ça gêne personne. Hein, et qu'est-ce que font les athlètes quand ils passent à la télé, quand ils ont une médaille? Grosso modo, ils remercient le service public de France 2 de leur donner un temps pour être visibles, pour que des boîtes pensent à eux. Je pense à Yoann Diniz qui devient postier, etc., pour pouvoir ensuite faire et vivre un petit peu de leur métier. C'est inacceptable vu l'argent, y compris public, qui existe. Alors, on a des batailles à mener avec eux. Deuxième élément, c'est aujourd'hui la seule grande ministre des Sports qu'on a eue depuis ces 30 dernières années, c'est Marie-Georges Buffet. Il faut le dire et le répéter. On peut avoir un désaccord avec les communistes et avec les ex-socialistes. Tu vois, c'est pas si mal que ça d'être en dehors du Parti socialiste. Tu verras, il te reste encore un petit pas à faire. Et tu verras, on est très très bien ici. Aujourd'hui, c'est de dire que la bataille contre le dopage, par exemple, qui a été menée par Marie-Georges, a été une bataille qui a été abandonnée. Donc il faut qu'on reprenne à notre compte des grandes batailles. On aura des désaccords sur la façon dont on traite les batailles, les questions à venir. Mais moi, je crois que sur l'organisation et le droit des fédérations, c'est un sujet. Que la question des supporters est aujourd'hui sur le foot, mais pas simplement. C'est-à-dire l'interdiction aujourd'hui d'aller sur un autre stade que le sien pour pouvoir supporter son équipe. L'interdiction, y compris d'avoir des tifos. C'est aussi, c'est pas un hasard. Moi, j'adore ceux de Saint-Étienne. Je dois le reconnaître que c'est aujourd'hui dans les clubs de foot les plus beaux tifos. Ceux de Saint-Étienne, ils sont très marrants. Ceux de Lyon sont beaucoup moins marrants et beaucoup plus... quand ils disent les Gones ont inventé le cinéma quand vos pères étaient dans les mines, on voit, il y a aussi tout le mépris de classe. Mais il y a aujourd'hui une expression populaire dans les tribunes qui est en train de se perdre et que nous devons aussi défendre. Et enfin, dernier point, je crois qu'il faut qu'on continue à avoir sur les événements sportifs une vraie position critique. Parce qu'on ne peut pas simplement se dire c'est un événement mondial ou c'est un événement culturel qu'on aime, etc. Il faut qu'on trouve le moyen de porter l'organisation, la contre-organisation. Certes, bien sûr, en 1936, les contre-Jeux Olympiques sont assassinés dans l'œuf par le coup d'État de Franco, puisqu'il devait être organisé à Barcelone. Mais il faut qu'on soutienne aussi ces contre-événements, parce qu'il y en a. Je pense à la Coupe du Monde de foot des sans-abri, je pense et des SDF. Il y a aujourd'hui toute une série, il y a un mouvement sportif, j'ai envie de dire alternatif, qui est en train de naître, et il ne faut pas qu'on passe à côté et qu'on soit simplement omnubilé par ce qui se passe par le CIO ou les organisateurs de la FIFA, parce que ça, pour le coup, il y a des vrais... comment dire, c'est vraiment des organes corrompus et il faut qu'on continue à les dénoncer. On ne peut pas simplement dire on est pour l'événement ou on est contre. Il y a une bataille contre ces citadelles et ces corrupteurs. D'autres questions? Deux petites questions, puis vous répondrez. Bonjour, j'espère pas être complètement hors sujet. Est-ce que vous réfléchissez un petit peu aux parallèles qu'on puisse faire entre sport et e-sport? Et je pense notamment à, est-ce que vous y réfléchissez aux problématiques qui sont celles de l'isolement des joueurs, vu qu'il n'y a pas de cadre légal, qu'on ne peut pas se retrouver en club, qu'on ne peut pas avoir de coach pour nous accompagner. On a vu ces dernières années que ça a créé une maladie, l'addiction aux jeux vidéo, due à l'isolement des joueurs. Et on voit aussi ces dernières années la fuite des talents français vers l'étranger, étant donné qu'il n'y a pas de cadre légal actuellement. Mais les parallèles sont très très proches. Et c'est ma question, est-ce que ça relève de votre responsabilité que d'y réfléchir? L'autre question, là-bas, et puis là derrière, alors... ouais. Ouais, bonsoir. Alors bon, moi, je ne suis pas du tout un professionnel du sport. Je me positionne plutôt en tant que parent. Aujourd'hui, voilà, une licence de piscine, c'est 220 € l'année. Une licence de foot en club, hein, oui, en club. Une licence de foot, bon, c'est un peu moins cher, mais il faut amener tous les week-ends avec sa propre voiture les enfants sur les différents terrains.
Faire du ski aujourd'hui, moi j'ai pu apprendre à faire du ski quand j'étais petit. Aujourd'hui, les enfants, je ne peux pas les amener, c'est beaucoup trop cher. Donc comment on fait pour remédier, pour rendre l'accès au sport pour tous, quoi, parce que ça, c'est un problème. Et puis le deuxième point, je voulais revenir sur le sport en tant que transformation sociale. Pascal, tu as donné des exemples de 68, etc. Mais il me semble que c'est des exemples qui datent et qui sont anciens, et qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur de contester pour deux raisons. Bon, d'une part, aujourd'hui, les sportifs, ils sont tellement tenus par l'argent, par les contrats publicitaires. À une interview de sportif, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Et puis d'autre part, il y a eu l'interview de Dorasso qui disait qu'avant 20 ans, il n'avait pas lu un livre. Cette interview, il était émouvant quelque part, parce qu'il disait qu'aujourd'hui, les sportifs, on leur apprend pas forcément à réfléchir, etc., à analyser, et qu'il a découvert la culture une fois à la retraite. Donc comment on fait, ça, là aussi, pour améliorer la formation des sportifs? On dit qu'ils sont arrogants, etc., etc., mais est-ce que cette formation citoyenne, elle n'est pas délaissée aujourd'hui? Merci. Une dernière, et puis devant, il y avait une question. Oui, donc moi je suis Stéphane, donc je suis président d'un club sportif gay et lesbien, donc à Marseille. On est 2 clubs sportifs et on a beaucoup parlé quand même des fédérations qui portent donc les disciplines olympiques. On n'a pas beaucoup parlé des fédérations affinitaires. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu un des sujets quand même, donc, du débat donc aujourd'hui. Je suis donc affilié donc à la FSGT, donc Fédération sportive et hygiénique du travail. Également donc une fédération qui n'est pas affinitaire, qui est la FSGL, donc Fédération sportive gay et lesbienne, qui comprend à peu près plus de 3000 adhérents, pas mal de clubs, beaucoup donc sur Paris. Voilà, beaucoup à Paris, oui. Et j'ai quand même l'impression que c'est quand même donc ces fédérations-là en fait qui font quand même le travail sociétal sur le sport. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Alors, une dernière, puis il va falloir, parce qu'on a après des choses. Oui, je vois que ça suscite beaucoup de débats, tant dans la salle qu'au niveau de nos députés, qui n'ont pas forcément exactement la même position. Et j'étais assez en accord avec ce que proposait tout à l'heure Pascal. Et je crois que le débat est intéressant, surtout pour savoir ce que la France insoumise veut faire des activités physiques et sportives. Parce que je crois que ce qui apparaît, qu'il peut y avoir comme ambiguïté au niveau du sport, ça persiste. C'est-à-dire le sport, on sait qu'il est en relation étroite dans la terminologie avec l'économie capitaliste, rentabilité, l'argent aussi qui a une position importante, le dopage qu'il ne faut pas oublier. Et donc tous ces éléments font que ça pose une question. Et Régis Juanico, tout à l'heure, vous disiez... les Jeux Olympiques, apparemment, pour vous, c'est un modèle, ça doit être un moteur pour créer, finalement, par la suite, certaines formes de licenciement pour les clubs, pour les fédérations. On se rend compte que c'est quand même quelquefois un feu de paille. Ça marche pendant 1 an, puis après, ça ne perdure pas dans le temps. L'histoire des médailles, enfin, vous étiez très orienté sur il faut qu'on gagne des médailles, etc. Bon, moi, là-dessus, je suis un peu réticent. J'ai juste terminé en citant la charte olympique. Je la lis. Les Jeux olympiques sont des compétitions entre athlètes, en épreuve individuelle ou par équipe, donc de sport collectif, et non entre pays. On est d'accord là-dessus. Et non entre pays. C'est la charte olympique. Ils réunissent des athlètes sélectionnés par leur CNO, les comités nationaux olympiques, respectifs, dont les inscriptions ont été acceptées par le CIO, etc., etc. Donc, comment se fait-il qu'on se retrouve avec des drapeaux aux Jeux Olympiques? Et je crois que c'est une bonne question de fond, outre celle que je posais au départ, c'est-à-dire que veut-on faire des activités physiques à la France insoumise? Alors, on va faire la réponse. Là. Qui veut commencer? Pascal, tu as commencé tout à l'heure. Hein? Alors, sur la question des drapeaux, ça veut dire qu'il faut faire aussi attention parce qu'il y a...
je sais bien qu'on est internationaliste, etc. Mais c'est comme les maillots de foot ou d'autres sports, etc. Qu'on le veuille ou non, il y a une identification à un club, une bannière, etc. Et que ça, même dans un quartier par rapport à un autre quartier, pour ceux qui ont quelques souvenirs sur quelques affrontements ou confrontations de bandes, etc., ça fait partie de l'humanité. On peut considérer que c'est pas bon, etc. En même temps, la confrontation sur le terrain, j'ai envie de dire, est une autre façon de régler des formes de patriotisme, mais qui ne sont pas forcément violents. Mais par ailleurs, quand le CIO interdit l'apparition d'autres drapeaux, quand elle exclut Smith quand il revendique la bataille pour les droits civiques, ça me pose plus de problème. Quand, au moment des Jeux Olympiques en Australie en 2000, c'est la seule exception qu'a faite le CIO, c'est pour Cathy Freeman, qui était aborigène et qui a pu, pour la première fois, avoir les doubles drapeaux australiens et aborigènes. Mais dans le même temps, pour ceux qui ont un peu de mémoire, en 2000, aux Jeux Olympiques en Australie, le seul qui n'est pas invité, c'est et je pense notamment aux Paralympiques, parce que là on peut progresser aussi significativement, il ne faut pas oublier la base. Donc c'est vraiment, c'est ça mon message de clé de ce soir, c'est il n'y a pas de médaille olympique s'il n'y a pas au départ un club formateur, un éducateur et des bénévoles. Et c'est la richesse de notre pays, c'est 7 millions de bénévoles quand même, 7 millions de licenciés dans les clubs sportifs, et c'est quand même ce que nous envient beaucoup d'autres pays européens. Les fédérations affinitaires, je termine par là, elles sont primordiales, tout simplement, et aujourd'hui elles sont quand même mises de côté et écartées comme le sport scolaire d'ailleurs par le mouvement sportif, le CLO en général, et les fédérations olympiques, je trouve. C'est dommage parce qu'elles touchent un public que ne touchent pas les clubs ou les fédérations traditionnelles, notamment, je dirais, dans les âges, les personnes plus âgées, les personnes plus éloignées de la pratique sportive, et que ce soit la FSGT, que ce soit la FSCF, que ce soit l'UFOLEP, que ce soit la fédération que vous avez citée tout à l'heure, sportive gay et lesbien. Bien sûr, ce sont des fédérations dont il faut vraiment préserver la spécificité, en tout cas on y veille, et on ne se laissera pas faire là-dessus si elles sont attaquées et si elles ont moins de moyens budgétaires qui sont prévus. Merci Régis, merci Pascal. Merci. Ouais.